Bon, c'est le dernier épisode de la saison, et pour l'occasion, on vous propose une petite rétrospective, d'ouvrez les guillemets. Ouais, on a remonté un peu le fil des archives d'OLG en se posant une question, comment on en est arrivé à cette situation où la gauche est diabolisée et l'extrême droite dédiabolisée? Vous allez voir que, en 5 ans, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Bon alors le quinquennat là finalement pas mal. Le quinquennat de Macron. Notre quinquennat à nous, parce que là ça fait 5 ans, hein, c'est là on clôt la 5e saison, on a accompagné le mandat de Macron et franchement pas mal. Ouais c'est vrai que la première saison c'était en 2017. Jingle saison 1. Alors, est-ce que tu te rappelles qu'à l'époque c'était censé être la fin du clivage gauche-droite? Ah oui, rappelez-vous, hein, il essayait d'embrouiller tout le monde, avec Le Pen, ils étaient d'accord là-dessus d'ailleurs, ils disaient maintenant c'est les nationaux contre les européens, les populistes contre les je sais plus quoi. Bref, c'était le merdier. Et nous, un des premiers trucs qu'on a fait, c'était d'essayer d'expliquer que c'était toujours pertinent ce clivage gauche-droite, c'est ce qu'on avait appelé le jeu du clivage. Ouais, avec les boîtes. Et j'entends bien vous prouver que c'est pas du tout la fin du clivage gauche-droite par une simple démonstration. Dès le plan suivant, je serai avec Cotentin et des boîtes. Ah ouais, en effet. Cotentin, je vais te soumettre une épreuve. Tu as sur ces papiers un certain nombre de personnages ou de moments historiques que tu vas devoir classer selon s'ils sont de gauche ou de droite et les mettre dans la boîte correspondante. Ah ouais, c'est un protocole expérimental stimulant. L'idée du jeu c'était de dire, vous voyez bien instinctivement qu'il y a des trucs de gauche, il y a des trucs de droite, quoi, ça bouge pas. Ouais, parce que pendant ce temps-là, Macron et Le Pen en particulier faisaient tout pour dire qu'il y avait plus de gauche et de droite. Et si on pense comme ça, Macron est plus de droite, Le Pen est plus d'extrême droite, bref, on dépolitise tout. On peut plus rien dire. Si on peut plus trier, on peut plus classer, en fait on peut plus penser. Ouais, et si on peut plus penser, on en vient à dire n'importe quoi, comme par exemple que la liberté c'est de droite. Vous vous souvenez? C'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Le plus important, c'est sans doute les libertés. Et d'ailleurs, en 2022, Marine Le Pen, son affiche pour la présidentielle, il y avait marqué en gros « Liberté, liberté chérie ». Alors que c'est pas du tout ça la droite, nous on avait essayé de l'expliquer. C'est tout bête, hein, mais la droite c'est l'ordre. Parce que alors moi j'ai peut-être compris de travers, hein, mais pour moi les trucs de droite c'est construire plus de prisons, rétablir la peine de mort, foutre des flics partout, interdire l'avortement, interdire les libertés syndicales, les manifestations, enfin c'est l'inverse des trucs de liberté ça. C'est bizarre de revoir les vieux trucs là, pourquoi j'étais derrière comme ça, on dirait que j'étais puni. Ouais, il y a pas mal de trucs qui ont évolué depuis la première saison. Genre tes cheveux par exemple. Voilà, et puis il y a des trucs qui n'ont pas du tout évolué, comme par exemple il y a une constante, c'est qu'on n'a jamais cessé de dire « Oh là là, attention la montée de l'extrême droite, attention, attention ». Et ça, en voyant un peu les archives, en fait on fait ça depuis la saison 1. Ouais, celle où t'avais les cheveux moches là. Tu veux retourner derrière toi? Non, ça va. En effet, on peut assister dans notre cher pays de notre enfance à une droitisation, à une extrême droitisation du champ politique et de bon nombre d'intellectuels médiatiques. Je n'ai malheureusement pas assez recueilli, emmagasiné de récits. Jette-moi dans le canard! Jette-moi dans le canard, Finger! Merde! Il a dit quoi? Parce que oui, c'est ça la stratégie de l'extrême droite aujourd'hui. Occuper le terrain tout en prétendant être censuré. Assimiler tout ce qui est vaguement progressiste à de la propagande gauchiste. Ah non, mais il y avait même déjà Zemmour quoi. Oui, on traitait déjà tout le monde de facho, sans peur du point Godwin. Même si leurs cadres sont farouchement anticommunistes et anti-syndicats, ils n'hésitent pas à reprendre à leur compte des discours socialistes ou socialisants pour s'attirer la sympathie du peuple. C'est exactement ce qu'avait fait en son temps le NSDAP. Aujourd'hui, on serait peut-être un petit peu plus subtil, on justifierait ce genre de propos avec un extrait d'un historien, genre Yoann Chapoutot, pour donner un peu de crédit à cette comparaison. Voilà, et en fait en regardant les archives, on s'est aperçu qu'on le faisait déjà dans la saison 1, pour traiter les gens de nazis, on utilisait un extrait de Yoann Chapoutot. C'était déjà rodé comme formule. C'est exactement ce qu'avait fait en son temps le NSDAP. Qui a un programme socialisant, voire socialiste, qui vise à attraper, qui vise à aimanter des masses flottantes qui pourraient être tentées par le communisme ou la social-démocratie, et pour les agréger à un camp qui est le camp nationaliste, raciste, antisémite, xénophobe. Nous on a essayé de rediaboliser, hein, on a diabolisé tout ce qu'on a pu, mais c'est vrai que on n'était pas très suivi par les collègues. Ouais, et ça s'est surtout vu dans la saison 2. À cette époque-là, on a commencé à constater que certains journalistes étaient devenus bienveillants à l'égard du RN, et en particulier à l'égard de Marine Le Pen. Moi, je l'ai trouvée assez efficace. J'ai trouvé qu'elle avait travaillé par rapport à du débat de l'entre-deux tours, ce fameux débat. J'ai trouvé qu'elle était dans le constat, ce qui lui permet plus facilement d'arrondir les angles. Donc pendant toute la première partie, on a eu quelqu'un d'assez consensuel et qui était dans le constat, et finalement son constat, on pouvait le partager. Donc là déjà il nous dit qu'on peut partager le constat de Marine Le Pen. Ah bah saison 2, j'avais gagné le droit de m'asseoir devant, tiens. Mais cette fois c'est ses cheveux qui sont moches, hein. C'est sa coupe qui est incompréhensible. La chef du service politique de France 2 vous l'a dit.
Marine Le Pen, maintenant, est dédiabolisée. Elle est hyper dédiabolisée. Oui, parce qu'on appelait son père le diable de la République. Bah tout ça c'est fini, c'est derrière. Aujourd'hui, le Rassemblement National est un adversaire respectable. De plateau en plateau, elle devient une possibilité. Si Macron échoue, mais pourquoi pas Le Pen ? On a déjà dit ici que quand le centre affairiste s'effondrera, les dominants préféreront toujours le parti de l'ordre au sbeul démocratique. Eh bien, nous nous approchons sans doute de ce moment où la démocratie s'affaisse, ce moment où l'extrême droite n'est plus le repoussoir absolu, mais est devenue l'alternative qu'on commence à envisager. Et vous noterez qu'aujourd'hui, Macron va quasiment gouverner avec le RN, enfin, projet par projet, évidemment, machin. De toute façon, le vrai adversaire, vous le savez, le vrai adversaire de la bourgeoisie, c'est toujours la gauche. D'ailleurs, la gauche, vous vous souvenez où elle en était en 2019 ? Oh bah comme d'hab, hein, on était éclatés, on était nuls, on perdait les élections. Là on avait perdu les européennes et bon bah nous on était là à dire ah bah regardez, on est un peu nuls, on est un peu divisés, mais au moins on est là quoi, c'est pas mal, regardez on existe encore. Ouais, on se satisfaisait de peu. Ah ça bouge pas. Parce que bon, les Verts à 13% c'est pas mal, mais les Verts c'est un peu de gauche. En tout cas au moins autant que le PS, Place Publique, Hamon là. Si on rassemble tout ça, bah, on dépasse les 20%. Allez rajoutons les communistes, la France Insoumise et Lutte Ouvrière, on passe les 30%. Donc il y a encore des gens qui essaient de voter à gauche dans ce pays, un bon tiers. Donc il nous faut construire une alternative crédible pour conquérir le pouvoir. Et l'exercer. Alors là, pour les européennes, ça a voté pour les Verts. Rien d'exceptionnel par rapport au dernier scrutin à cette échelle, il est même surprenant, vu l'époque, le dernier bilan sur la biodiversité, les rapports du GIEC et la Marche pour le climat, que les Verts aient pas fait plus que ça. En 2009, ils avaient fait 16%, alors qu'on n'en était pas encore là niveau conscientisation, dirons-nous. Mais ça n'empêche pas Jadot de dire que l'union de la gauche doit se faire autour de lui, ce qui n'est pas forcément la meilleure attitude pour engager des négociations. Donc l'écologie est en train de devenir le centre de gravité du paysage politique européen. Eh ben non, raté, parce que le vrai centre de gravité de la gauche, c'est qui ? Bah c'est Jean-Luc, et on l'a toujours dit. On l'a toujours dit Jean-Luc, le meilleur Jean-Luc. Il a fait le trou, le plus gros du boulot. Il a théorisé aussi bien la 6ème République que l'écosocialisme, et si aux dernières présidentielles il a fait 30% chez les 18-24 ans, c'est qu'il y a bel et bien une génération Mélenchon, une génération qui a été formée par lui, par sa rhétorique, par ses livres, ses vidéos et ses discours fleuves. Disons-le, Jean-Luc Mélenchon est le personnage majeur de la gauche du début du siècle, un personnage qui aura marqué son époque et que l'histoire rangera probablement aux côtés des grandes figures de la gauche française. Énorme faillot quand même, hein. Non, mais oui, non, bah après ici on a toujours assumé que oui, on préférait Mélenchon à Jadot, par exemple. Oui, c'est vrai, bah oui. D'ailleurs, il est où Jadot? Il devient quoi, Jadot? Il est dans la poubelle verte, Jadot? Il est devenu quoi? C'est vrai qu'ici on a passé 5 ans à tracher Jadot. Oui, je ne regrette rien. En même temps, faut bien avouer que dès que c'était des gens de gauche qui n'étaient pas des insoumis, on disait que c'était des traîtres, des libéraux ou des bourgeois. Oui, bah oui, mais en même temps, on venait de loin avec le PS aussi. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, en fait. C'est l'éléphant dans la pièce, parce qu'aujourd'hui, le dernier grand parti de gauche que l'on a connu, c'est le Parti Socialiste. Et moi, je vous dis, je me sens profondément de gauche. C'est un truc qui me parle, mais pourtant, ce qu'a fait le Parti Socialiste de François Hollande, ça ne me parle pas. Alors comment on reconstruit sur ces ruines-là? Ça devient difficile de défendre la loi travail d'El Khomri, les années Valls et la déchéance de nationalité. Oui, ça aussi, ça pourrait être un truc sur lequel refonder une alliance. Parce que finalement, aujourd'hui, le seul à défendre Hollande, c'est Hollande. Et finalement, on est tous redevenus copains à gauche en pourrissant Hollande. En effet, ça s'est fait, voilà, on avait raison. C'est vrai qu'on est tous redevenus potes et c'était pas gagné, hein, parce que Mélenchon, il est pas commode. Mélenchon a pesé de tout son poids sur l'imaginaire politique de la gauche, mais pour ça, il s'est battu bec et ongle, n'épargnant à ses adversaires d'alors aucune critique, aucun nom d'oiseau. Non, ce n'est pas vrai. J'ai les chiffres, je veux bien qu'on les ressorte. Non, vous n'avez pas de chiffres. Si, j'ai les chiffres. Vous racontez n'importe quoi et vous l'avez fait exprès pour pourrir l'entretien que nous avons. C'est vous qui êtes un branleur, pas moi. 66%. Même eux deux, ils sont copains maintenant, mais c'est fou, c'est beau la gauche. Ouais. Alors cette rentrée-là, elle était gratinée, hein. Je vous remets dans l'ambiance. Cette année, c'est Zemmour, Valeurs Actuelles et Marion Maréchal qui donnent le ton sur toutes les chaînes d'infos. On parle là de l'extrême droite authentique, hein, issue de Maurras, de Pétain. Zemmour sur LCI, il va jusqu'à dire que l'état de droit ça l'emmerde. Sur CNews, il défend le droit de Bachar el-Assad de gazer son propre peuple. Il dénonce le pouvoir des juges, celui du droit et de la justice en fait. Ah, on est plus sur du oh Éric Zemmour quand même, vous exagérez. Hein. Maintenant on accueille Florence Foresti. Non, on a changé de truc là maintenant. On a des gens sérieux qui sont là. Oui, on va accueillir Éric Zemmour, intellectuel et polémiste, et nous allons commenter chacun de ces dérapages potentiels. Bonsoir à tous, pour notre débat de ce soir, Islam faut-il céder face au communautarisme? Nous recevons Eudes de la Tapinière, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Bonsoir Eudes. Oui, bonsoir, oui, je suis de droite, oui. Pour pondérer, pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait des débats, nous recevons également Xavier Charogne, qui est journaliste à Rivarol. Bonsoir Xavier. Oui, bonsoir, moi je suis carrément une sorte de nazi, oui. Mais avant tout, une première question, pour vous Eudes, ne fichez les enfants qu'à partir de la maternelle, est-ce que c'est pas déjà du laxisme? Là on était au début de la Zemmour mania.
Voilà, le gars venait d'avoir son émission sur CNews, alors il y avait des gens qui gueulaient un peu, mais il y avait aussi pas mal de personnes à droite qui le défendaient. Faut même pas qu'à droite, hein. Tout le monde était en mode on peut ne pas être d'accord avec Éric Zemmour. Cependant, sa liberté d'expression est sacrée en République. Et un pays qui ose traiter un penseur, un historien, de délinquant et de pyromane est un pays qui n'est plus une démocratie. Ta gueule! Mais la direction de la chaîne a insisté, sous la pression de Bolloré lui-même, pour que la France ait sa petite heure quotidienne d'Éric Zemmour. La situation qu'on connaît aujourd'hui, là, avec tous ces députés RN à l'Assemblée, bon bah, on la doit sans doute pas mal à ce qui s'est joué à ce moment-là. Et pourtant, c'est pas faute de vous avoir averti, hein. Et on vous a même averti avec une précision et une clairvoyance qui, moi, m'auto-impressionne rétrospectivement. Ouais, on disait, ouais, c'est la faute des bourgeois et tout, c'était bien. On est chez les grands patrons de presse, on est chez des gens qui ont du pouvoir ou qui vont en avoir, on est chez des gens qui sont bien nés et qui sont en train de s'aborder le débat public, de l'entraîner chaque fois plus à droite. Et là on peut se poser la question, est-ce que Marine Le Pen va pas finir par passer pour une modérée? Et elle n'est plus excessive comme elle pouvait l'être avant. S'il n'y a pas une réaction forte de la classe politique, de la classe médiatique et de la société civile, aux prochaines élections vous allez tous aller voter Marine Le Pen pour faire barrage à Éric Zemmour. Voilà. Mais au moins il y aurait eu du débat. Ah bah c'est la démocratie. Ah, il y aurait eu de l'audience même. Bah oui. Ah oui, gros débat. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Bah sinon c'est le fascisme. Hein. Ah bah oui, bah au final c'est quand même le fascisme. Peut-être s'y prendre autrement. Et la gauche, elle faisait quoi pendant ce temps-là? Ah bah c'était la période où les écolos ils avaient pris la confiance et ils pensaient que c'était leur tour de devenir les chefs de la gauche. Alors que bon, c'est Jean-Luc le chef de la gauche. Bah je sais bien, mais bon là il avait un peu perdu les européennes. Une partie du vote Mélenchon s'est tout simplement tournée vers les écolos. Ouais, c'est aussi pour ça que le PS s'est dit que les insoumis maintenant c'était un peu passé de mode et qu'il fallait négocier avec Jadot. Et donc nous on veut incarner une alternative, mais qui ait une crédibilité sociale, une crédibilité économique et qui puisse au fond se traduire dans la réalité de la vie des Français. À l'époque, le plan, c'était de nous refaire du centre-gauche, mais repeint en vert. Et les insoumis étaient très mal vus par cette gauche bourgeoise. Mais oui, mais le bourgeois, il aime pas le conflit, il aime pas la radicalité, il est modéré. C'est pour ça que Mélenchon, c'est un repoussoir. Non mais allez-y, mais faites votre truc avec Vallaud-Belkacem, Jadot, Glucksmann. Et bon, une branlée plus tard à la présidentielle, et c'est bon, c'est plié cette affaire. C'est ça qui est beau dans la politique, c'est que c'est comme à la Starac. Vous pouvez voter, vous pouvez les dégager, quoi. Bon allez, saison 4. Alors, cette rentrée-là, elle était gratinée aussi. Ouais, parce qu'il y avait eu la nomination de l'abject Darmanin, il nous avait parlé d'été orange mécanique, de l'ensauvagement, tout ça. En tout cas, on a parlé que de ça tout l'été, voilà, ça a bien marché, hein. Sécurité, séparatisme, ensauvagement, il y en a un qui doit être bien fier de son coup. L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. J'ai utilisé le mot d'ensauvagement parce que j'ai constaté des actes de sauvagerie. Moi j'en ai complètement marre. Et en plus avec la présidentielle, là ils sont tous à donf, ça va être la surenchère, ça va être l'année la plus à droite du siècle, hein. C'est possible ça. C'est prouvé. Nous on en avait de plus en plus marre, et ça se voit. En même temps ça faisait 3 ans qu'on voyait l'extrême droite et ses thématiques envahir tout l'espace médiatique. Je repense à toutes ces fois où on avait dit que le climat politique était tendu, le climat politique était insupportable, mais moi j'ai envie de retourner voir les nous d'il y a 2 ou 3 ans et de nous dire mais vous êtes naïfs les cocos. Ouais, vous avez encore rien vu, hein, vous avez pas encore vu le macrono-lepénisme à l'heure de la pandémie mondiale, ça envoie. La France veut des musulmans invisibles. Pas de hijab de running, pas de voile sur la tête, pas de rayon halal. Année après année, on pourrait égrener les polémiques, elles se ressemblent toutes. Le bon musulman, c'est celui qui abandonne sa foi ou qui a au moins la décence de se cacher. Franchement, en revoyant ça, je me dis, quelqu'un qui aurait bien suivi OLG pendant 5 ans, en vrai, il est pas étonné par ce qui est en train de se passer, les fachos partout et tout. Ah bah il l'avait dit ça, Usul et Cotentin, il y a des fachos partout, va y avoir des fachos partout, bah résultat il y a des fachos partout, hein, j'ai bien fait de suivre cette émission moi. Ah et puis on vous avait pas mal averti aussi du fait que ces idées réactionnaires, racistes et tout, elles se transmettaient aussi à la gauche via des trucs comme Manuel Valls ou tous les cuistres du printemps républicain. Alors cuistre, c'est un pédant qui étale avec vanité des connaissances souvent mal assimilées. Il y a deux gauches dans ce pays. Il y a une gauche universaliste, laïque, honnêtement, authentiquement antiraciste. Et il y en a une autre qui est indigéniste, qui est racialisante, qui déteste la laïcité et qui veut renverser la République et qui se sert de l'immigration comme d'un prolétariat de rechange. Et ça, c'est vraiment inadmissible. Et ces gens-là sont en train de faire l'objet d'un rejet très violent de la part de la population. C'est bien fait pour eux. Ils se sont trompés lourdement. Aujourd'hui, désigner des journalistes, des intellectuels, des militants ou des profs d'université à la vindicte populaire, j'imagine que pour Brice Couturier, c'est légitime, c'est utile, surtout dans ce climat. Je suis en colère parce que il est inadmissible que dans notre pays, aujourd'hui, on laisse tranquillement Marine Le Pen
tapis rouge sur tous les plateaux, sans jamais lui porter la contradiction, comme si elle était dans l'espace républicain, pendant qu'une majeure partie de la gauche serait en dehors des clous républicains. Je pense que ce qu'on a vu avec la déclaration de Mme Clémentine Autain, le Rassemblement national, à mon sens, actuellement, est beaucoup moins dangereux que la France insoumise. C'est clair et net, je le dis comme je le pense. Voilà donc où on en est. Ah mais c'est le chauve qui s'est fait humilier en direct par Fabrice Arfi. Ouais, et ce qui est important, c'est que là, on entend déjà ce discours qui a permis de diaboliser la gauche. C'est vraiment tout un bréviaire qui est partagé, hein, du RN, en passant par les Macronos et jusqu'à certains membres du PS. La cancel culture, l'américanisation, la bien-pensance, le séparatisme, la dictature des minorités, les réunions non mixtes, enfin bref. Déviant, Oui, voilà, bah, vous voyez, hein, c'est tout le lexique des débiles, il n'y a pas beaucoup de mots, vous apprenez tout ça, vous pouvez faire le tour de tous les plateaux. Et toute une partie de la gauche, en plus, sous la pression de la culture américaine, et pas seulement, mais la cancel culture, toute une partie de la gauche, sous la pression de la culture américaine, considère qu'elle doit être plutôt une addition de minorités, et ça crée une fracture, je crois, irrémédiable, parce que ça conduit en plus à des alliances terribles, c'est-à-dire une partie de la gauche est prête à excuser ceux qui ont tué les journalistes de Charlie Hebdo. Donc voilà, complice des terroristes carrément. On appelle ça la ligne républicaine maintenant. La ligne raciste et sécuritaire. Non, la ligne républicaine, hein, pas d'ambiguïté, on reste dans le cadre républicain. Que c'est dans ce cadre-là que se joue la démocratie. Il sort de ce cadre, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas s'il sort de ce cadre, mais en tous les cas, il a des ambiguïtés quand même avec ce cadre. Et par ailleurs, voilà. Vous voyez comment en fait c'est des valses et des Hidalgo qui ont installé doucement l'idée selon laquelle une partie de la gauche devrait être exclue de l'arc républicain. Ouais, et puis avec leurs résultats misérables aux élections, finalement c'est eux qui ont été exclus de la gauche, tant mieux. Hein. Ouais, ça va être tonton Roussel aussi. Allez, saison 5. Bon, là, ça y est, c'est la saison de la présidentielle, et vous allez voir le résultat de ces 4 années d'avant, là. Qu'est-ce que ça produit, au final? Par exemple, ce discours valsiste, réac, et vous allez voir comment il a été intégré, digéré, recraché par les journalistes du service public. Là, par exemple, on est dans le débat de la primaire écolo sur France Info. Ce qu'on sent quand même à gauche, et qui fait débat, c'est au fond la vision que certains de vous peuvent avoir sur la République, le caractère universaliste, et au fond, est-ce que pour certains d'entre vous, la défense du droit des minorités ne remet pas en cause ce modèle? Et est-ce que ça fait quand même débat chez vous? L'universalisme... Sandrine Rousseau, on vous a pas donné la parole quand on aurait dû, on vous la donne maintenant. Je fais juste une toute petite précision. Quand on lit votre programme, on a l'impression que notre modèle républicain universaliste est quelque peu battu en brèche parce que vous parlez des femmes, des racisés. Est-ce que vous considérez que l'universalisme c'est quelque chose de pas bien? Voilà, vous avez compris, l'universalisme c'est bien. Et la défense des droits des minorités, c'est pas bien parce que c'est pas universaliste. C'est communautariste même. Voilà. Et pendant ce temps-là, les fachos ne sont jamais accusés de ne pas être républicains. Entre Le Pen qui endort tout le monde et Zemmour qui attire tous les micros, le début de campagne leur a été très très favorable. La star de cette rentrée, c'est bien entendu Zemmour, le petit frisson transgressif de la bourgeoisie conservatrice. Il sort son bouquin ces jours-ci, tout le monde lui sert la soupe. Sur toutes les chaînes, c'est Zemmour en meeting, Zemmour en interview, Zemmour à la plage. Bon, on va pas en rajouter, hein. On avait pensé à un moment se foutre de la gueule des gens qui le soutiennent, hein. On avait des blagues un peu sur le physique, genre sur lui là. Attends, mais t'as pas dit qu'on prenait de la hauteur, vision éclairée, Hugo Décrypte et tout là? Si, mais là, bon, il y a des limites quoi, t'as vu sa gueule, c'est pas... le physique de leurs idées à un moment. Et en plus, il y a eu une reprise en main d'Europe 1 par Bolloré, c'est-à-dire il y a un nouveau média facho, un média sur lequel Marine Le Pen va faire figure, pareil, de modéré. Avec Sonia Mabrouk, Mathieu Bock-Côté et le chauve là qui vient de CNews et Sud Radio, normalement tu t'appelles Marine Le Pen, t'arrives, t'es tranquille, t'enlèves tes pompes, t'es comme à la maison. Monsieur Bock-Côté, je suis à vous, si je puis me permettre. Marine Le Pen. Éric Zemmour, puisque son nom a été évoqué, affirme et répète que la question de l'immigration est la question la plus importante, la question centrale, celle qui déclasse à certains égards toutes les autres dans le cadre de cette élection et même pour l'avenir de la France. Est-ce que vous partagez ce constat comme quoi la question de l'immigration est la plus importante parmi toutes? Elle est ouf sa question à Louis-Émile de Tabernacle là. Hein. Non mais jamais je ne pensais qu'un jour on lui poserait cette question-là. Eh ben elle non plus, figure-toi. Jamais je ne pensais qu'un jour on me poserait cette question-là. Et pourtant vous la posez. On lui pose cette question parce que dans le champ de la droite, ça n'est plus elle qui incarne la radicalité. L'abject Darmanin, par exemple, la trouve un peu molle. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve. Bon, on va conclure parce que le résultat, en effet, c'est l'Assemblée nationale, mais c'est aussi ce sondage Odoxa. La gauche est devenue d'extrême gauche, dangereuse pour la République et est considérée comme une menace pour notre démocratie par la moitié des interrogés. Elle est donc perçue comme aussi dangereuse et inquiétante que le Rassemblement national. Bon, vous avez compris comment ça s'est passé, comment à la fois on a dédiabolisé Le Pen
Pen et on a diabolisé la gauche. Bah, enfin, à la base, ils voulaient diaboliser uniquement Mélenchon. Mais il y a eu la NUPES et ça, personne n'avait vu venir. D'ailleurs, la NUPES, c'est sans doute la seule évolution positive, un petit peu encourageante de ces 5 dernières années. En effet, la gauche s'est réunie sur une ligne de rupture et on a dégagé la ligne Valls, Hidalgo, Hollande, là, tout ça, ça dégage. Vous avez bien voté. Bravo. Bon, tout ça, ça pose plein de questions. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que l'union de la gauche va tenir? Est-ce que le RN va continuer sa dédiabolisation? Comment Macron va pouvoir gouverner cette assemblée? Ouais, bon, tout ça, on verra. On va commenter ça avec vous, mais on verra à la rentrée. Nous, de toute façon, on revient. Tant que la gauche ne gouverne pas ce pays, nous, on est là. Ah, ça veut dire qu'on n'est pas rendu, quoi. Ouais. Bon. À lundi, dans pas mal de semaines, maintenant. Bon, on a quand même un dernier rendez-vous parce qu'on se retrouvera le 6 juillet prochain à Mediapart entre midi et 13h pour un chat vidéo. Voilà, on va aller en plateau là-bas pour répondre à vos questions en direct. Et puis d'ici là, profitez bien là, l'été, tout ça. Bonnes vacances. Ciao.